Bonjour à tous, bienvenue au séminaire du mercredi. Désolée pour le contretemps. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première présentation aujourd'hui qui se nomme Relocalisation stratégique, immunisation et assurance pour faire face aux inondations. Enjeux, pistes de solutions et perspectives de recherche présentée par Mathieu Boudreau et également Daniel Encho de l'UQAM. Donc, Adèle Daniel-Encho est étudiante à la maîtrise en mathématiques actuarielles et financières à l'UQAM et est titulaire d'un baccalauréat en actuariat. Elle termine présentement la rédaction de son mémoire sous la supervision du professeur Mathieu Boudreau. Son projet de recherche a reçu le soutien financier de Mitax et du consortium Ouranos dans le cadre du programme Mitax Accélération. Son objectif est d'analyser mathématiquement la rationalité du choix d'un propriétaire de rester, de relocaliser, d'immuniser ou d'assurer une propriété à risque d'inondation. Mathieu Boudreau, PhD FCA, FICA, est professeur en actuariat au département de mathématiques à l'UQAM. Il s'intéresse à l'assurance et à la réassurance des extrêmes climatiques, inondations et cyclones tropicaux principalement, à l'assurance inondation au Québec et au Canada, au programme d'indemnisation et au partage des risques financiers. Il collabore actuellement avec le gouvernement fédéral et l'industrie de l'assurance et de la réassurance afin de mieux modéliser, quantifier et gérer les impacts des extrêmes et des changements climatiques au Canada et ailleurs dans le monde. Leur présentation aujourd'hui, abordera les inondations qui sont un désastre naturel, qui est en fait le désastre naturel le plus important au Québec et au Canada. Les changements climatiques, l'urbanisation rapide, le vieillissement des infrastructures et l'inflation ont contribué à augmenter les coûts reliés aux inondations dans le pays. Les inondations exceptionnelles survenues au printemps 2017 et 2019 ont eu des impacts majeurs et ont mis en lumière la vulnérabilité du cadre bâti et la nécessité de repenser les modèles de gestion de risque d'inondation au Canada. Donc, l'objectif de cette présentation est d'explorer les pistes de solutions et les perspectives de recherche visant à améliorer les programmes publics et privés afin de réduire les impacts financiers des inondations. Ainsi, dans un premier temps, les conférenciers présenteront le contexte québécois et canadien de la gestion financière des inondations. Et par la suite, vont discuter de mobiliser la théorie de microéconomie des choix en situation d'incertitude pour déterminer dans quelle situation et à quel moment la relocalisation ou l'élévation du premier plancher peuvent s'avérer optimales. En terminant, ils vont s'intéresser à l'assurance inondation comme un instrument important pour accroître la résilience et la conscience des populations riveraines face au risque d'inondation. Donc, sans plus tarder, je vous laisse présenter. Parfait, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mathieu Boudreau, je suis professeur en actuariat à l'Université du Québec à Montréal. Donc, en gros, le plan de maths, donc la section 1 et 2, ça va être principalement de mon côté. Puis Daniel va enchaîner au point numéro 3, puis on va regarder ensemble au point 4 certains éléments de discussion. OK, donc comment fonctionne la gestion financière du risque d'inondation au Canada? C'est sûr, ça serait pratique si vraiment ça pouvait disparaître cette bande. OK. Donc, la gestion financière des inondations au Canada, c'est une responsabilité partagée. Partagée entre qui et qui? Bien, en fait, il y a plusieurs acteurs, évidemment, qui sont importants, que ce soit dans la prise de décision, mais aussi dans la responsabilité financière des inondations. Donc, premièrement, les municipalités sont celles qui sont responsables de l'aménagement du territoire, d'établir la cartographie, l'entretien des infrastructures. Alors que les municipalités sont des objets créés par les provinces doivent encadrer ces municipalités. Elles vont aussi donner, fournir de l'aide financière aux sinistrés, donc en cas d'inondation, et elles peuvent également fournir du financement pour réduire les risques d'inondation, que ce soit auprès des propriétaires ou auprès des municipalités. Le rôle du gouvernement fédéral, donc il peut varier d'une province à l'autre, mais généralement, l'idée, c'est plus un rôle de soutien auprès des provinces. Donc, il existe différents programmes fédéraux pour pouvoir soutenir les provinces et les municipalités. Donc, on a le Programme national d'atténuation contre les catastrophes, le PNAC, le SNAC, puis la Stratégie nationale d'adaptation au Canada, les AFCC, qui sont des accords d'aide financière en cas de catastrophe. Donc, ce sont des différents programmes qui viennent soutenir les provinces dans leur mission. Et sur le marché, on a évidemment plusieurs assureurs privés qui offrent des produits d'assurance inondation. Donc, ça aussi, on va en discuter plus en détail.
Donc, en gros, s'il y a un sinistre, s'il y a une inondation, donc comment fonctionne le partage de risques financiers, donc post-sinistre. Donc, premièrement, si le sinistré est assuré, donc généralement, c'est pour quelqu'un qui est dans une zone à faible risque ou à risque modéré. Donc, le sinistré doit se tourner vers sa compagnie d'assurance. Donc, généralement, si l'assuré a souscrit à l'avenant débordement de cours d'eau, donc il peut être couvert par sa compagnie d'assurance. Donc, c'est important ici, je vais en parler là, après, là, mais ici, la protection contre le débordement de cours d'eau, c'est un avenant, donc c'est une assurance qui est facultative. Ensuite, pour la compagnie d'assurance, si les inondations sont vraiment coûteuses, pour une compagnie locale, par exemple, il y a ensuite une compagnie de réassurance qui a une perspective plus internationale qui pourrait venir ici compenser la compagnie d'assurance. Donc, c'est une forme de gestion de risque du point de vue de l'assureur. Pour les personnes qui n'ont pas accès à de l'assurance inondation, donc pour ceux qui sont généralement au risque, donc le sinistré doit se tourner vers le programme d'aide financière du gouvernement du Québec, le PGIAF, que je vais discuter par la suite. Donc, la relation donc dans le fond, la compensation est, donc, elle est faite entre le programme provincial et le sinistré. Par la suite, pour les inondations ou pour tout sinistre naturel, pour tous les désastres naturels trop importants à gérer pour une province, on a le gouvernement fédéral qui va venir soutenir les provinces financièrement. Donc, ici, dans le fond, le gouvernement fédéral a signé une entente avec chacune des provinces. Il y a une formule de partage des pertes financières. Il y a une formule pour les pertes éligibles entre le fédéral et chacune des provinces. Et c'est cette formule-là de partage qui fait en sorte que, dans le fond, une grosse partie des pertes assumées par le gouvernement du Québec qui est aussi remboursée par le gouvernement fédéral. Donc, ici, la relation entre, dans le fond, le sinistré ne peut pas aller voir le gouvernement fédéral pour aller chercher des sous en cas de sinistre. La relation est toujours entre le sinistré et dans le fond, et la province. Et le gouvernement fédéral va venir ici compenser les provinces en cas de trop grande catastrophe. Donc, c'est une forme que j'appelle ici une forme de réassurance. Donc, pour une province, si un sinistre est trop important financièrement pour l'assumer seul, bien, en fait, on a dans le fond, les AFCC pour une fédérale qui vient soutenir les provinces. Et même chose pour les plus petites compagnies d'assurance, si une inondation est trop importante financièrement, on a un réassureur qui peut venir compenser, compenser pour les pertes. Donc, quelques faits saillants au Canada pour le risque d'inondation. Donc, justement, j'ai parlé des AFCC, donc c'est ce qui permet, donc c'est ce qui donne un soutien financier aux provinces quand certains désastres naturels sont trop importants. Donc, le coût des inondations dans le programme des AFCC compte pour plus de 75 des pertes et les pertes liées aux inondations ont quadruplé depuis 40 ans. Donc, les inondations de 2017-2019, par exemple, au Québec, donc, je pense que la facture totale, j'arrondis, peut-être 4 à 500 millions pour chacune des deux inondations. Et il y a environ 300-350 millions de cette facture qui a été éventuellement déboursée par les AFCC. Donc, quel est le niveau de perte au Canada? Donc, dans un rapport récent de Sécurité publique Canada, donc de 2022, les pertes annuelles moyennes au niveau résidentiel se situent à 2,9 milliards par année. Donc, ce n'est pas 2,9 milliards de pertes assurées et assurables. Il y a beaucoup de pertes là-dedans qui sont. Il y a beaucoup de gens qui ont des déficits d'assurance, donc ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce qui a été déboursé, mais ici, c'est des pertes annuelles moyennes modélisées, donc selon l'étude à laquelle j'ai participé. Donc, si on regarde la distribution du risque à travers les provinces, donc on a 29 des pertes annuelles moyennes qui sont au Québec, alors qu'elles représentent 24 des logements étudiés. Si on regarde la concentration du risque, donc on a 15 millions de logements et puis on va regarder dans le fond la concentration du risque. C'est vraiment important de regarder ça, donc ça affecte énormément la capacité justement d'assurance au Canada. 89 des pertes, donc 89 du 2,9 milliards est concentré dans 10 des résidences. Donc les 10 des propriétés les plus à risque représentent 89 des pertes financières en moyenne. Et dans le top 1
les propriétaires les plus à risque, c'est 34% des pertes en moyenne. Okay? Donc, une concentration très, très grande des pertes financières, des pertes annuelles moyennes qui sont concentrées dans très peu de résidences. Donc, évidemment, ça soulève beaucoup de questions que 1% des résidences génèrent 34% des pertes. Donc, c'est pour ça, dans le fond, c'est une des motivations derrière nos travaux en termes de mesures pour réduire le risque ou même quand c'est trop important, relocaliser certains bâtiments. OK, donc, un peu plus concrètement au Québec, donc comment tout ça fonctionne. Donc, je parlais tantôt du programme d'aide financière du gouvernement du Québec. À partir de maintenant, je vais l'appeler PGIAF. Donc, PGIAF, c'est l'acronyme du nom beaucoup plus long du programme gouvernemental, qui est le Programme général d'indemnisation et d'aide financière pour des sinistres en réel ou en cours, ou un truc comme ça. Ça se peut que j'ai échappé certains mots. Donc, on se comprend, PGIAF entre nous, je pense que ça va être bien correct. Donc, l'idée ici, c'est d'offrir une aide financière de dernier recours pour des sinistres qui sont non assurables. OK? Donc, débordement de cours d'eau, généralement, c'est pensé pour ça. Refoulement d'égouts après des pluies très intenses, généralement, on ne passe pas par le PGIAF. C'est un risque qui est reconnu comme étant assurable. Donc, c'est une assurance qui est optionnelle, OK, d'un point de vue privé. Donc, le PGIAF est vraiment là en dernier recours pour des sinistres qui sont non assurables. Donc, en cas de sinistre, on a la capacité ou la possibilité de reconstruire ou réparer la résidence à la hauteur de 325 000 ou le coût de reconstruction de la résidence. Donc, les montants ont été indexés avec le temps. Mais depuis 2019, il y a un petit twist ici, dans le fond, à la couverture du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement a introduit ce qu'on appelle une limite à vie. Donc, une limite à vie sur les inondations successives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un a accumulé des sinistres, maintenant jusqu'à 50% de la valeur du bâtiment, 862 500, généralement, le gouvernement va offrir une option. Va offrir deux options. Donc, soit qu'on reste, okay, puis on répare le bâtiment, okay, mais si on fait ça, on abandonne toute aide future. Ou bien, si on ne veut pas rester, on a une indemnité de relocalisation. Encore avec un petit twist, donc c'est 325 000 moins les réclamations passées. Okay? Donc, si on a eu plusieurs inondations successives à 40, 50 000, 60 000, même après 3 inondations successives, on n'a toujours pas la capacité, l'option de pouvoir relocaliser pour atteindre cette limite à vie avant de pouvoir le faire. Toutefois, si on faisait face à un désastre majeur où on perd toute la résidence, bien, c'est possible d'aller chercher le 325 000. Toutefois, c'est conditionnel à abandonner toute aide future. Et à ce moment-là, on pourrait aussi vouloir décider, plutôt que de reconstruire, de relocaliser et toucher le plein montant. Et donc, pour pouvoir toucher le plein montant, là, ça prend des conditions optimales, c'est-à-dire qu'on n'a pas réclamé dans le passé, le sinistre est vraiment majeur. Donc, tout ça, bien évidemment, ce sont des éléments qui ont alimenté, disons, notre réflexion là, à l'année à l'année. Donc, si on veut réduire les impacts des inondations, quels sont nos choix? Bon, un super choix. Le premier, donc, l'auto-assurance. Donc, si on est à risque faible ou modéré, donc on peut assumer soi-même le risque. Bien, pourquoi? Parce que l'assurance, elle est optionnelle. Donc, l'assurance inondation sur le marché privé pour le refoulement d'égouts ou le débordement de cours d'eau, c'est une assurance qui est optionnelle. Daniel, on pourra en parler un petit peu plus longuement tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, évidemment, on peut réaménager le sous-sol en conséquence, le terrain, s'assurer d'un meilleur drainage de l'eau. Ça, évidemment, ça, c'est quand on est à risque faible ou modéré, ou si on considère plus les inondations peut-être un peu plus fluviales. Mais quand on parle de débordement de cours d'eau important, quand on est dans une zone à risque élevé, là, ça devient plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les impacts financiers des inondations? Bien, il y a l'aide de dernier recours du PGIAF. On a l'élévation du premier plancher ou plein d'autres formes d'immunisation ou la relocalisation. Okay? Donc, ça, c'est évidemment des éléments que Daniel va discuter plus en détail.
on va regarder, dans le fond, certains enjeux individuels. Donc, qu'est-ce que ça implique, la relocalisation? Donc, c'est un terme un peu parapluie dans lequel j'englobe, par exemple, le rachat et la démolition d'une propriété, donc d'un bâtiment, puis d'une compensation financière pour pouvoir acheter une nouvelle maison. Okay? Donc, dans la littérature, il existe différentes familles de programmes de relocalisation. Donc, la relocalisation peut être stratégique, donc avant la survenance d'une inondation. Donc, en anglais, c'est Managed Retreat ou Strategic Retreat. Et on peut le faire après l'inondation majeure. Donc, c'est un petit peu inspiré par ça, dans le fond, dans le PGIAF. Donc, puisque la plupart de ces programmes, donc dans le fond d'immunisation, de relocalisation, sont des programmes qui sont volontaires, c'est super important de regarder deux perspectives. Donc, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue collectif, la relocalisation peut faire énormément de sens. Donc, si on regarde le 1 qui réclame 34 des pertes, est-ce que ça fait du sens qu'année après année après année, on répare, on reconstruit, on répare, on reconstruit? Donc, dans ce cas-là, d'un point de vue de société, donc la relocalisation peut faire énormément de sens. Par contre, il faut que ça puisse fonctionner dans un programme qui est volontaire, mais il faut aussi que ça soit intéressant pour le propriétaire résident. Donc, si ça prend 40-50 ans avant que ça devienne rentable d'un point de vue sociétal, alors que le propriétaire résident, ben, il va rester dans son bâtiment pour 10 ans, ça se peut que ça soit conflictuel en termes d'objectifs ici. Justement, c'est ce que Daniel va discuter. Donc, ces perspectives-là, dans le fond, individuelles et collectives, il faut toujours les garder en tête, évidemment, dans un programme qui est volontaire. Ici, on ne parle jamais de forcer la relocalisation. Donc, je vais vous donner un peu un avant-goût d'un projet de recherche aussi qu'on est en train de... un papier qu'on a soumis. Donc, juste quelques diapos au sujet justement de la relocalisation, de la profitabilité de la relocalisation. Donc, le lien, je ne sais pas si les diapos vont être partagés tels quels. Donc, il y a un lien ici sur HFL pour aller chercher le manuscrit complet. Mais l'idée ici, c'est vraiment dans cette deuxième partie de la présentation, c'est de creuser un peu plus davantage la question liée à la relocalisation. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de résidences où, dans le fond, la reconstruction ou la réparation répétée peut devenir de plus en plus coûteuse et même d'un point de vue sociétal, on peut se poser la question si ça fait un certain sens. Donc, on a utilisé certains outils. Donc, ici, on a regardé d'un point de vue, on a utilisé une analyse de coût-bénéfice probabiliste. Évidemment, d'un point de vue inondation, il y a énormément d'incertitudes sur l'occurrence des inondations, la sévérité des inondations, même quand il y a une inondation, combien ça va coûter. Donc, tout ça, dans le fond, nous amène à utiliser davantage une analyse de coût-bénéfice probabiliste. Donc, l'idée étant de tenir compte de l'incertitude des flux financiers futurs. Donc, dans ce projet, donc dans cette deuxième partie de la présentation, on a regardé 3 programmes volontaires de relocalisation. Donc, un programme de relocalisation qui est stratégique, donc qui est immédiat pour ceux qui sont en haut risque. Un programme qui est post-inondation, donc dans le fond, pour lequel on va relocaliser les gens si il y a une inondation majeure qui survient. Puis, ensuite, on a aussi regardé un programme de relocalisation inspiré par donc un programme de relocalisation dit usufruit, dans lequel il y a un transfert de titre de propriété qui se fait immédiatement, mais qu'éventuellement, la relocalisation peut survenir plus tard seulement lorsqu'il y a inondation. Donc, tout ça est le fruit d'une collaboration avec la communauté métropolitaine de Montréal. Dans une perspective dans laquelle on regarde la relocalisation, je dirais qu'un des messages clés de l'article, c'est vraiment l'importance de tenir compte de tous les coûts, okay? Directs et indirects. Donc, évidemment, naturellement, on va penser aux dommages au bâtiment et au contenu. Donc, il existe beaucoup d'outils pour ça, donc des courbes de dommages, par exemple, donc qui vont relier le pourcentage de dommages avec ou les coûts en dollars par rapport à la superficie, le type de construction, etc. Donc, lié, dans le fond, les dommages aux caractéristiques du bâtiment. Par contre, il y a plein d'autres coûts qui s'ajoutent aux dommages directs au bâtiment qui s'empilent quand même assez rapidement.
Donc, frais de subsistance. Donc, on parle ici de relocalisation temporaire. Donc, si la maison est inhabitable pendant des semaines, il faut aller habiter à quelque part. Ça peut être à l'hôtel, chez des amis, ça peut être trouver un logement pour 6 mois. Donc, tout ça, il faut tenir compte, dans le fond, de ces frais de subsistance qui peuvent quand même monter assez rapidement. Les coûts indirects. Donc, on peut penser à perte de salaire pour une maladie, donc tous les impacts aussi sur la santé mentale. Donc, ça, des fois, ça émerge. Donc, les pertes de salaire, c'est immédiat, mais si, mettons, on va prendre congé pour pouvoir s'occuper de la propriété, mais s'il y a des congés de maladie, c'est éventuellement, il y a un syndrome de stress post-traumatique. Donc, ça peut émerger vraiment dans les années futures. Donc, si on regarde les différentes études pour pouvoir quantifier les frais de subsistance, donc, si on parle de, mettons, 100 000 au bâtiment, il faut ajouter un 30 à 50 additionnel en frais de subsistance. Les coûts indirects sont aussi très variables, mais sont significatifs aussi. Donc, la littérature pointe vers vraiment des montants qui sont quand même importants. Donc, au-delà des coûts matériels en termes de dommages, ça peut facilement doubler les coûts totaux pour un événement si on tient compte justement des frais de subsistance et des coûts indirects. Donc, la relocalisation, ce n'est pas juste dans l'esprit de vouloir éviter des pertes futures, c'est aussi d'éviter, dans le fond, beaucoup de stress et de coûts indirects qui peuvent suivre suite à une inondation majeure. Donc, dans une analyse coût-bénéfice probabiliste, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les flux financiers pour les 50 prochaines années en regardant, dans le fond, justement, en tenant compte de toute incertitude. Donc, l'idée, c'est vraiment de simuler à chaque année, est-ce qu'il y a une inondation, oui ou non, et la CDP d'une telle inondation. Puis, à chaque fois qu'on a une inondation, on calcule les flux financiers liés, dans le fond, aux coûts directs, indirects, puis on compare tout ça, dans le fond, à différents schémas de relocalisation. Donc, le statu quo, c'est juste de ne pas relocaliser, c'est réparer, reconstruire à chaque fois. Donc, aide répétée pour réparer et reconstruire. Donc, on a un risque résiduel ici parce que généralement, l'aide financière, elle est limitée. Donc, ce qui fait en sorte qu'à chaque inondation, le sinistré va perdre, donc, par exemple, des dollars au-dessus de la limite, va devoir payer un déductible, donc des frais minimums. Donc, il y a déjà un risque résiduel auquel s'ajouteraient des frais de subsistance et des coûts indirects importants. Relocalisation dite stratégique, donc, l'indemnité, elle est reçue immédiatement. Et dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est en plus d'éviter les frais de subsistance et les coûts indirects qui viendraient d'inondations futures. Okay? Une relocalisation post-inondation, donc, comme je l'ai dit, donc, l'indemnité, elle est versée au moment de l'inondation, donc elle est jugée suffisamment importante. Donc, on active justement la capacité de relocaliser ou l'option de relocaliser. Mais évidemment, puisque la personne vient de subir une inondation, il va avoir des frais de subsistance, il va avoir des coûts indirects quand même engendrés, le temps de trouver d'autres propriétés pour pouvoir se relocaliser et tout. Donc, ça aussi, ça doit être tenu en considération. Le schéma de type usufruit, donc, dans le fond, initialement, c'est vraiment juste d'un point de vue légal que la propriété, entre guillemets, change de main. Ce qui fait que, dans le fond, le propriétaire résident, donc, n'est plus en effet propriétaire, mais a la capacité encore d'utiliser la propriété. Donc, il y a une indemnité qui est immédiate, puis il y a une autre indemnité au moment de l'inondation. Donc, ce que ça permet de faire, par exemple, c'est au propriétaire résident de déjà commencer à peut-être se préparer mentalement, magasiner un terrain, donc vraiment s'assurer de bien préparer, dans le fond, de relocalisation qui est beaucoup plus établie dans le temps. OK, donc, on a fait beaucoup de types d'analyses. Donc, on a regardé, donc pour faire ce genre d'analyse-là, donc on avait un secteur de la CMM concret, donc avec des données réelles fournies par la CMM. Donc, on a vraiment pu analyser pour chacun des bâtiments la distribution des pertes financières, qu'elles soient directes ou ce soit des frais de subsistance ou les coûts indirects. On a regardé différents schémas de changement climatique pour voir comment ça peut potentiellement affecter la profitabilité des schémas de relocalisation. Puis ici, on a aussi regardé la perspective individuelle ou collective. Donc, comme je le disais tantôt, quelque chose qui peut faire du sens du point de vue collectif, compte tenu des contraintes individuelles, peut ne pas faire de sens individuellement. Donc, c'est important d'en tenir compte aussi. Donc, on a analysé la profitabilité de plusieurs bâtiments. Donc, on a appliqué justement ces schémas de relocalisation
pour tous les bâtiments pour regarder ensuite, justement, qu'est-ce qui peut être rentable, qu'est-ce qui l'est. Donc, beaucoup plus de détails dans l'article. Donc, ça, c'est une figure qui a beaucoup de choses. Donc, on a regardé, dans le fond, le timing des flux financiers, l'incertitude liée aux flux financiers, dans le fond, à chaque période. Puis, dans le fond, on a résumé en bas à droite, dans le fond, le schéma ou le timing de la valeur actuelle nette pour 3 différents programmes. Donc, l'idée ici, je trouvais que cette figure-là était intéressante parce que, justement, elle permet de. Évidemment, je vais faire dans l'article, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder, oui, l'incertitude des flux financiers, puis comment justement les flux financiers peuvent potentiellement changer à travers le temps. Par contre, ce que je voulais qu'on retienne aujourd'hui, avant que j'enchaîne, qu'on puisse, que ce soit le tour de Daniel maintenant, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir. Donc, premièrement, comme je l'avais mentionné tantôt, les frais de subsistance, les coûts indirects ont un impact majeur sur l'évaluation des coûts, ce qui a évidemment un impact sur la profitabilité de différents programmes. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les programmes de type post-inondation est plus coûteux que moins rentable que une relocalisation qui est plus stratégique ou le schéma usufruit. Okay? Encore une fois, si on veut s'assurer de maximiser l'adhésion, c'est super important d'analyser la perspective individuelle et collective de la relocalisation. OK, donc justement, dans cette perspective individuelle et collective, donc nous avons analysé dans cet article-là les deux perspectives. Donc, ce que Daniel va faire, dans le fond, dans les prochaines minutes, c'est vraiment plus analyser l'aspect individuel. Donc, la décision de se relocaliser, la décision d'élever le premier plancher, immuniser, ou bien de s'assurer, ça demeure une décision individuelle, puisque ce sont des programmes qui sont volontaires. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut aussi regarder, dans le fond, l'aspect microéconomique. Donc, ici, l'objectif, c'est d'utiliser des outils à la fois qui viennent de l'actuariat et de la microéconomie pour pouvoir éventuellement mieux comprendre le comportement individuel pour, par la suite, améliorer le design de programmes publics et privés. Donc, on a regardé différentes choses. Donc, dans le fond, les indemnités optimales de relocalisation, d'immunisation, le meilleur timing même pour appliquer la relocalisation. On a regardé l'effet de certains biais comportementaux dans la prise de décision. Puis, on a aussi analysé la viabilité de l'assurance inondation une année ou même multi-année comme tel. Donc, ça, Daniel pourra enchaîner. Donc, je te laisse. Oups, il faudrait changer de diapo. Dans 20 minutes, on va prendre les questions. Allez sur le bureau. Ouais. La première. Cette question, vous connaissez bien. Donc, bonjour. Juste dans le bureau, mettre la présentation du diaporama. Non. Oui. Ça va changer les diapos. Je pense qu'on va utiliser. Donc, bonjour, moi je m'appelle Daniel, je suis l'étudiante de Mathieu. J'ai été présentée assez longuement. Donc, avec moi, on va analyser les différentes stratégies de réduction du risque d'un point de vue individuel. Donc, et ce sont des résultats qui sont tirés de mon mémoire de maîtrise. Fait que, en premier lieu, je vais parler de la relocalisation, mais stratégique. Donc, la relocalisation poste avant l'inondation, que l'inondation survienne. Puis, je vais parler aussi de différentes façons d'immuniser la propriété. Donc, ici, moi, je me suis basée sur des modèles de vulnérabilité qui vont être plutôt hypothétiques. Fait que, dans les différents travaux, j'ai analysé trois vulnérabilités. Donc, ce que j'appelle vulnérabilité faible, ça va être une propriété avec un sous-sol qui sera non fini.
Donc, quand à la suite d'une inondation, on va avoir comme dommage juste du nettoyage de sous-sol avec un coût estimé à environ 6%. Donc, des dommages quand même assez faibles qui vont se retrouver sur la courbe en bleu. Donc, ça serait la distribution de dommages d'une propriété que j'appelle la vulnérabilité faible. Donc, on aura aussi une vulnérabilité moyenne ou modérée, la courbe en jaune. Donc, pour ce type de propriété-là, quand on a une inondation, ben, ça va nécessiter une rénovation du sous-sol en général. Puis, le coût moyen qui est estimé, c'est à peu près 25% de la propriété, mais la distribution, c'est la courbe en jaune. Puis, on va avoir une propriété qui a une vulnérabilité élevée. Donc, c'est une propriété qui va avoir vraiment beaucoup de dommages à la suite d'une inondation. Donc, ce sont ces trois vulnérabilités-là que j'ai utilisées pour faire les analyses. Dans un premier temps, on avait dit qu'on analysait sous la perspective individuelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que la décision de relocalisation, d'adoption d'une mesure va être impactée par l'aversion au risque du propriétaire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que sur le graphique ici à gauche, là, on voit l'allocation de départ minimale qu'un propriétaire va vouloir accepter selon son aversion pour le risque. Donc, ce que ça montre, c'est que au départ, un individu qui va être neutre au risque va vouloir accepter la valeur de sa propriété, moins les dommages totaux qui vont être anticipés sur son horizon de planification. Donc, ça, c'est minimalement ce qu'on devrait offrir à quelqu'un qui est neutre au risque pour favoriser son adhésion à la relocalisation. Puis, ce qu'on remarque, c'est que plus la personne a de l'aversion pour le risque, moins elle va cette allocation de départ va être grande parce que ce que l'aversion vient faire, c'est que l'individu va être disposé à payer une prime de risque pour éviter le risque. Donc, l'allocation de départ va baisser en fonction de l'aversion pour le risque. Donc, ça, c'est les impacts de l'aversion pour le risque. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que l'allocation de départ qu'on offre à quelqu'un doit être une fonction de la valeur de sa propriété. Fait qu'on doit tenir compte de ce que ça vaut la propriété pour offrir une allocation de départ minimalement. Puis, si on regarde le graphique du haut vers le bas, le plus haut sont des propriétés qui sont à risque faible. Et quand on descend vers des propriétés plus à risque, l'allocation va baisser parce qu'on accumule plus de dommages quand on a plus de risques. Donc, au moins, il faut tenir compte de la valeur d'une propriété pour offrir une allocation de départ à quelqu'un. C'est bon? Donc, ça, ce sont ces deux aspects-là qu'on a regardés. Mais ce qu'on remarque, c'est que les allocations qui sont théoriquement acceptables d'un point de vue microéconomique, en général, ne vont pas systématiquement être acceptées parce que les individus qui font face à des décisions en situation d'incertitude vont être soumis à des biais cognitifs. Donc, ces biais-là vont faire en sorte que les décisions qui vont être prises vont être sous-optimales. Donc, on a regardé 3 biais ici cognitifs. On a regardé le biais d'optimisme. Donc, le biais d'optimisme, ce que ça fait, c'est que ça pousse l'individu à sous-estimer la probabilité d'occurrence des événements qui sont rares. Donc, dans le contexte d'inondation, on est dans des événements qui n'arrivent pas très souvent, les événements majeurs, fait que la probabilité de survenance est sous-estimée par l'individu. Donc, la perception qu'il a du risque également va être erronée. Donc, l'individu va se percevoir moins à risque qu'il est en réalité. Donc, ça, c'est le premier biais que j'ai regardé. Puis le deuxième biais, c'est la myopie. Donc, la myopie va faire en sorte que l'individu ne va pas se projeter assez loin dans le futur pour évaluer les impacts. Parce que quand on fait les évaluations d'un point de vue collectif, des fois, on prend les horizons de 25 à 50 ans. Mais l'individu n'est pas capable de se projeter assez loin pour évaluer les dommages sur cet horizon-là. Fait que ça viendra comme lui faire en sorte que la décision qu'il va prendre va être sous-optimale. Puis le troisième biais, c'est l'attachement au cadre de vie. Donc, les individus vont attacher une valeur particulière à leur cadre de vie et à leur propriété, de sorte que la valeur qu'ils accordent à leur propriété sera plus élevée que ce qu'elle est en réalité, qu'un expert, par exemple, va utiliser pour faire les différentes analyses. Donc, on a regardé ces 3 biais cognitifs qui font en sorte que la décision d'adoption d'une mesure ou de relocalisation va être sous-optimale d'un point de vue microéconomique. Donc, si on regarde la perception du risque, ce qu'on voit, c'est que quand on est en haut dans la courbe, on perçoit une probabilité qui est vraiment faible. Donc, si on regarde un individu qui se croit dans du 100 ans, alors qu'en réalité, sa propriété est dans du 20 ans, on voit qu'il y a un écart important entre la location minimale qu'il va accepter et ce qui va être calculé optimal d'un point de vue microéconomique. Bon,
Ici, on voit que la perception du risque, donc la sous-estimation du risque réel, va venir impacter la décision optimale. Puis la décision optimale, ça l'impacte comment ça fait que l'individu demande une allocation de départ qui est bien plus élevée que ce qui est optimal. Donc, le deuxième biais ici, c'est le bien-être additionnel accordé au cadre de vie. Donc, la courbe en gris, c'est l'optimum microéconomique. Donc, si l'individu n'a pas de valeur particulière, par exemple, un expert qui évaluerait l'allocation de départ minimale sera sur la courbe en crise. Mais quand on va vers le haut, ça c'est si un individu accorde une valeur particulière à son logement, à son cadre de vie, à son entourage, à son voisinage, fait qu'il va rajouter une valeur additionnelle à la valeur de sa propriété qui fait en sorte qu'on serait sur les courbes du haut. Fait que là également, on se retrouve dans un contexte où l'optimum microéconomique ne va pas être accepté, puis ça va faire en sorte que l'allocation que l'individu va être capable d'accepter sera plus élevée que l'optimum. Donc ça, c'est l'impact du bien-être additionnel. Puis le troisième ici, c'est l'impact de l'horizon de planification. Donc, on disait tantôt qu'en général, on prend des horizons qui sont assez longs de 50 à 25 ans. Mais ici, si l'individu, par exemple, planifie de rester dans sa propriété une dizaine d'années, on voit qu'il n'accumule pas assez de dommages, fait que l'allocation qu'il voudra recevoir sera plus élevée que l'optimum. Donc, ça fait pour ça. Donc, ici, on va maintenant s'intéresser au moment optimal. Donc, tantôt, on disait, mais est-ce que dans le programme du gouvernement, on attend à ce qu'on atteigne une limite avant d'offrir la relocalisation? Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pertinent d'attendre d'accumuler des dommages avant d'offrir la relocalisation? Donc, ici, si on se trouve dans un contexte où on offre une allocation de départ qui est fixe dans le temps au propriétaire, donc un montant fixe, peu importe le moment où tu relocalises, c'est la même chose. Si on se trouve, comme dans le cas du Québec, à offrir une allocation qui va être réduite au fil du temps des dommages que tu accumules, et si dans ce programme-là, l'assuré, j'ai mis l'assuré, mais si l'individu paye une partie des dommages, parce que dans le programme, le gouvernement ne donne pas 100% des dommages, il y a comme une certaine partie, je pense qu'il y a 10% qui revient à la charge de l'individu. Donc, si ces trois conditions sont respectées, alors ce qui arrive, c'est que la richesse totale de l'individu va décroître dans le temps. Donc, si on t'offre une allocation de départ que tu ne la prends pas immédiatement, tu peux t'attendre au fil du temps, ta richesse décroît. Donc, dans ce cas-là, d'un point de vue mathématique, ce qu'on dit, c'est que la relocalisation immédiate va être la meilleure option. Donc, c'est optimal de ne pas entrer dans un processus qui décroît à travers le temps. Donc, ça, c'est ce que la théorie mathématique nous dit. Et puis, si on l'applique à notre contexte, la relocalisation immédiate, donc stratégique, va être la bonne option si on veut avoir une relocalisation, on n'a pas besoin d'attendre. Okay? Bon. Ici, on va maintenant s'intéresser à l'immunisation des propriétés. Donc, l'immunisation des propriétés, ce que j'ai regardé, c'est vraiment une mesure qui va faire en sorte qu'on passe du niveau de risque qu'on est à un niveau de risque sans temps faible. Donc, vraiment une mesure efficace, structurelle, par exemple, l'élévation du premier plancher au-dessus de la cote de récurrence sans temps. Donc, c'est ce genre de mesures-là qui sont structurelles et qui permettent de vraiment réduire le risque d'une manière significative. Donc, là aussi, les différentes analyses microéconomiques ont montré que l'investissement maximal qu'un propriétaire est prêt à mettre dans cette mesure-là va être un pourcentage de la valeur de sa propriété aussi. Et ce qu'on dit, c'est que plus la valeur de la propriété est élevée, plus l'individu va vouloir investir un montant important pour réduire le risque de manière efficace. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce montant-là va être croissant avec l'aversion au risque. Donc, plus un individu va être averse au risque, plus il sera disposé à investir un montant qui est élevé dans une mesure de réduction du risque. Et ici aussi, un autre aspect important, c'est que ce montant va être aussi croissant en fonction de l'attachement à la propriété. Donc, plus un individu veut rester dans sa propriété et puis apprécie son cadre de vie, plus il est disposé à mettre un montant qui va être important dans une mesure de réduction du risque qui va être efficace. Donc,
ici aussi, bien évidemment, la décision optimale va être affectée par les différents biais cognitifs qu'on a mentionnés plus haut. Donc ici, on analyse l'effet de la perception du risque sur le montant qu'un individu est prêt à investir. Donc ici, la perception du risque a un rôle qui est plutôt positif parce que ce qu'on voit sur le graphique, c'est que plus un individu se perçoit à risque, plus il est disposé à investir un montant élevé dans les mesures de réduction du risque. Ici. Donc, ce qui va faire en sorte que l'individu sera plus amené à investir dans des mesures de réduction du risque quand il perçoit un risque élevé que localisé. Donc, ici, on analyse l'effet de l'horizon de planification. Donc, plus un individu considère un horizon de planification qui est étendu, qui est élevé, mais plus il est prêt à investir dans une mesure de réduction du risque. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Donc, l'investissement maximal va être inférieur, à l'optimum microéconomique si l'horizon de planification de l'individu est court. Donc, ça aussi. Donc, j'ai analysé ces deux biais-là ici. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la relocalisation et des mesures d'immunisation? C'est que tout programme dans lequel l'individu va subir des pertes jusqu'au moment permis de la relocalisation va être sous-optimal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le programme qui est offert en ce moment au Québec qui est sous-optimal. C'est quoi là? Comment on peut faire pour le rendre optimal? Mais c'est d'offrir simplement la possibilité de relocalisation immédiatement. Donc, en priorité aux propriétés qui sont très à risque et qui sont ciblées par des relocalisations. L'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on calcule des allocations qui sont optimales d'un point de vue microéconomique. On analyse l'effet des biais, mais ce qui va être important, c'est de permettre aux gens de se reloger. Donc, si on calcule, par exemple, un optimum économique qui est de 250 000 $, alors que l'individu n'est pas capable de se trouver un logement à 250 000 $, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est là que Mathieu parlait et puis disait, des fois, on peut, par exemple, financer des programmes qui sont optimaux pour la société. Donc, en général, parce que si la société évalue l'impact des mesures ou de la relocalisation sur un horizon de 50 ans, par exemple, ça pourrait être optimal d'offrir un montant qui est plus élevé pour permettre aux gens de se relocaliser. Donc, on peut faire ça ici. Et puis, au niveau des mesures de réduction du risque, mais on va encourager l'adoption de mesures qui vont être immédiates. Donc, il faut que le gouvernement puisse subventionner des mesures de réduction du risque qui vont être optimales pour la société en général, mais peut-être sous-optimales pour l'individu. Et un élément clé aussi qu'on avait regardé, c'est la perception du risque. Donc, comment accroître la perception du risque des individus? C'est de leur fournir l'information qui est pertinente. Donc, il faut fournir l'information qui est pertinente pour éduquer la population sur les différents enjeux qui sont liés aux événements qui vont être rares, comme les inondations. Donc, en ce moment, on va parler maintenant de l'assurance inondation. Donc, l'assurance, ça va être un mécanisme de transfert de risque qui permet à un individu de transférer ce risque à un assureur en échange d'une prime fixe. Donc, ce que l'assurance fait, c'est que ça réduit le stress financier parce qu'on est plus soumis à des pertes qui sont variables, mais on paie une prime fixe. Donc, l'assurance aussi va permettre d'accélérer le processus de rétablissement parce qu'en général, dans l'industrie, le règlement des sinistres va être assez rapide comparativement aux programmes d'aide gouvernementaux qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, le quatrième élément, c'est que l'assurance va contribuer à la conscientisation du risque lorsque les primes vont être basées sur le risque réel. Et puis, si à la suite de l'adoption d'une mesure de relocalisation, l'assureur offre une réduction du risque, de prime, on vient donner un incitatif à la réduction du risque. Puis, l'autre élément essentiel, c'est que l'assurance va contribuer à l'analyse de risque parce que pour la tarification, on a besoin d'analyser de manière précise le risque pour faire payer des primes qui vont être adaptées et adéquates au risque d'inondation. Donc, cette slide-là, je vais la passer assez rapidement parce que Mathieu en a beaucoup parlé. Donc, les débordements de cours d'eau ne sont pas systématiquement inclus dans la police d'assurance traditionnelle. Ça va être grâce à un avenant qu'on va avoir accès à cette assurance inondation. Puis, c'est disponible depuis environ 2015 et 2016 avec un taux de souscription de 60%.
Donc, il y a 60% des individus qui ont accès à cet argent-là qu'ils prennent. Puis, la tarification selon le risque va donner des primes qui vont être abordables dans les propriétés qui sont à faible risque ou à risque modéré. Puis, l'assurance, c'est soit non offerte, non abordable ou il va y avoir des protections qui vont être inadéquates pour les zones à haut risque. Donc, si on regarde le tableau que j'ai ici, c'est un petit peu le calcul des primes basé sur mes modèles théoriques. Donc, si j'utilise mes modèles théoriques, voici les primes que ça donne à peu près pour des propriétés. J'ai mis des valeurs de 250 000 et 400 000. Mais ce qui est important de retenir, c'est que dans le 2 ans, c'est complètement inabordable, ça ne fonctionne pas. Donc, payer une prime annuelle de 50 000 $ pour une propriété de 250 000 $, ça ne fait pas de sens. Donc, cette assurance-là n'est clairement pas faite pour les propriétés qui sont à très haut risque parce que le niveau de prime est complètement élevé. Mais dans les propriétés, quand on est dans le niveau de 100 ans, de récurrence 100 ans et moins, on voit quand même que les primes sont plutôt abordables. Donc, ici, il y a un autre aspect important aussi de l'offre d'assurance, c'est le chargement de sécurité parce que ce que je vous ai montré dans le tableau sont des primes pures. Donc, ça, c'est vraiment le prix du risque. Mais l'assureur fait face à certaines charges, des frais de fonctionnement, des frais de souscription. Donc, on ajoute un chargement de sécurité à la prime pure qui est dans le tableau pour calculer la prime que l'assuré paie. Donc, ici, si on regarde ce schéma-là, c'est le chargement de sécurité maximale qu'un assureur peut charger aux assureurs en fonction de la version du propriétaire. Puis, la seule chose à retenir ici, c'est que les niveaux de chargement sont quand même assez bas. Sont très bas, ce qui fait que les assureurs peuvent être réticents à offrir l'assurance parce qu'ils ne seront pas capables de faire face à leurs frais de fonctionnement. Donc, ça peut être un frein à l'offre d'assurance. Donc, si on regarde les polices d'assurance annuelle, on va avoir un faible taux de souscription parce que les primes qui vont être basées sur le risque sont trop élevées. Le chargement de sécurité également est trop élevé. Puis, un aspect important qui a été analysé empiriquement par des études aux États-Unis montre que la plupart du temps, les assurés ne vont pas renouveler leur contrat après plusieurs années sans sinistre. Donc, si l'assureur investit un bon montant pour la souscription, pour une bonne tarification, et que ultimement, on aboutit à des non-renouvellements de primes, il n'y a pas d'incitatif à offrir l'assurance dans ce cas-là. Donc, il y a une solution qui a été proposée dans la littérature, c'est de proposer des contrats d'assurance multi-années. Donc, qui vont couvrir plus qu'une année de couverture. Donc, si on regarde ces primes d'assurance-là, et puis quand on tient compte de différents risques au renouvellement, parce que si on prend un contrat d'assurance classique, à chaque renouvellement, vu que l'assurance n'est pas obligatoire, mais l'assureur peut décider, tu as un sinistre, j'augmente ta prime ou tu n'es plus assurable parce que j'ai réévalué ton risque, puis tu te retrouves dans le pool de personnes non assurables. Donc, si on tient compte de ces différents risque au renouvellement, là, ce qui arrive, c'est que l'assureur est capable d'aller dégager une marge plus importante en offrant des contrats multi-années. Parce qu'en plus d'avoir aussi une marge plus importante, ce qu'on vient faire, c'est de diversifier temporellement le risque. On a une certaine capacité de diversification temporelle. Donc, moi, j'ai fini. Normalement, je vais vous laisser avec Mathieu pour conclure. Donc, 2-3 minutes. On va conclure avec les questions. Il y en a une dans le chat. Les évaluateurs agréés peuvent optimiser la minimisation des risques en termes d'informations intégrées dans leur rapport à l'assuré dans le cadre d'une valeur assurantielle. Bonne question. Je pense qu'on n'est pas encore. Bon, les évaluateurs agréés, si je me souviens bien, c'est plus dans un optique d'un achat d'un bâtiment. Fait que je pense qu'on n'est pas encore là, mais ça s'en vient en termes de discussion pour vraiment intégrer un rapport d'évaluation beaucoup plus complet sur la vulnérabilité des bâtiments. Puis c'est justement, ça fait un peu partie, faisait partie des diapos de discussion. Donc, peut-être réfléchir à ce que l'industrie puisse mettre en place un système de certification. Je vois difficilement comment chaque assureur pourrait, par exemple, aller sur le terrain, commencer à évaluer la vulnérabilité d'un bâtiment. Pour ça, pour un contrat d'1 an. Donc, à chaque année, dans le fond, tu peux aller d'un assureur à l'autre. Un assureur met du temps et d'argent pour pouvoir aller vraiment sur le terrain et évaluer la vulnérabilité. Donc, c'est pour ça que
C'était la motivation principale derrière les assurances multi-années. Donc, l'objectif étant de faciliter, disons, la réduction du risque. Donc, tu as un assureur qui va sur le terrain, fait beaucoup d'efforts de collecte d'informations, peut améliorer la souscription. Mais je vois mal actuellement dans la façon dont les contrats sont construits, que justement une évaluation plus détaillée puisse se faire. Toutefois, lors de l'achat d'un bâtiment, je pense que lors d'une évaluation justement du bâtiment, ça pourrait fort probablement être fait. Ça, il y a des discussions, je pense, entre les agents d'immeubles, les évaluateurs, le bureau d'assurance qui sont en cours, mais disons que ça pourrait être fait pour conscientiser du niveau de risque. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Oui. Peut-être que vous l'avez dit, mais quand vous parlez de 1% des résidences qui sont les plus à risque, on parle de combien? Est-ce que les endroits où il y a une grande concentration géographiquement? Oui, bon, donc l'idée, c'est comme 15 millions de bâtiments étudiés. 1% du 15 millions, donc on parle de 150 000, si mon calcul est bon. Donc, 150 000 bâtiments qui représentent l'équivalent, dans le fond, de 34% de risque financier. Donc, c'est dans cette idée-là. Donc, si les risques étaient assez homogènes, bien, l'idée, c'est dans le fond, 50% des propriétaires correspondraient à 50% du risque. Mais là, c'est ça, le risque est très, très, très homogène. C'est très rationnel. Dans cette façon-là, est-ce qu'un droit de préemption en zone non-dame pourrait être un bon outil de relocalisation pour une municipalité? Un droit de préemption. Je pense qu'il faudrait définir un petit peu plus qu'est-ce qu'on entend ici par un droit de préemption. Okay. En attendant d'avoir un peu plus de détails sur le sujet, dans le fond, on avait juste une deux diapos de conclusion de piste de recherche. Donc, l'idée ici, par rapport à la relocalisation, les indemnités de relocalisation, c'est que actuellement, elles sont relativement faibles. Le fait qu'elles soient basses n'incite pas à la relocalisation. Si les gens se relocalisent, peuvent être encore vulnérables aux inondations dans le futur. Donc, l'idée d'augmenter les indemnités de relocalisation peut faire un certain sens. Évidemment, on ne veut pas l'offrir nécessairement à tout le monde, juste pour des gens qui sont vraiment à haut risque. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Comment on pourrait améliorer ici la structure du PGIAF. Du point de vue des assureurs, donc j'aimerais qu'on puisse peut-être penser en dehors de la boîte. Donc, on a proposé l'idée d'utiliser des assurances multi-années. C'est pour pouvoir peut-être dégager une marge de profit additionnelle pour pouvoir motiver la réduction du risque. Okay? Donc, dans les contrats, un an, on peut facilement magasiner son contrat, aller d'un assureur à l'autre, donc pour pouvoir profiter d'un meilleur prix. Par contre, d'un point de vue sociétal, si on veut vraiment assurer une réduction du risque à la source, avoir un engagement un peu plus long terme pourrait vraiment faciliter. OK, donc il y avait ça. J'avais une diapo aussi, donc ça va être partagé. Il y a certains éléments clés du budget fédéral 2023. Donc, il serait important d'aller voir. Donc, ça va avoir un impact. J'ai parlé des AFCC, j'ai parlé de la façon dont le fédéral, les provinces interagissent. Mais vraiment, le budget fédéral, ça a passé sous le radar dans les médias. Il y a une page et demie d'éléments ou de pistes là, qui sont intéressantes. Donc, ça là-dessus, on pourra en discuter un petit peu plus tard. Donc, une municipalité puisse acheter une maison en zone non-dame lorsque le propriétaire décide de la vendre, droit de premier acheteur. Ça pourrait être un outil, en effet, parce que dans le fond, c'est une forme de relocalisation stratégique. On fait juste attendre que l'individu, dans le fond, mette à vendre la maison. Donc, si je comprends bien, ça serait avant une inondation majeure, mais dans le fond, après l'immédiat. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Donc, merci Mathieu, merci Daniel pour cette première présentation. C'est en fait ce qui conclut le premier webinaire d'aujourd'hui. Au nom d'Ouranos, je tiens à remercier tous les participants pour votre présence et pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à rester avec nous pour assister à la seconde présentation. Sinon, soyez des nôtres lors de notre prochain webinaire le 19 avril. Pour l'occasion, nous recevrons Richard Arsenault et Annie Poulain qui présenteront 2 projets liés
à InfoCru. Donc, on restera dans la thématique des inondations.